Bonjour. Eh bien, comme d'habitude, depuis longtemps, je vais vous raconter des histoires. Et aujourd'hui, ça ne va pas être des histoires, mais une histoire. C'est l'histoire de la cuisine. C'est l'histoire des plats, l'histoire des bases. Tout le monde vous parle de la cuisine. D'ailleurs, ceux qui en parlent le plus, j'ai constaté, c'était ceux qui n'y connaissaient rien, les journalistes en particulier. Alors, je voudrais un petit peu, non pas rétablir les choses, je ne suis pas là pour ça, mais vous en parler, comme un vieux chef qui a 74 ans et 60 ans de cuisine, et qui, au contraire, de s'approprier la cuisine, mon plat, ma cuisine, mon restaurant, mes employés, ma façon de faire, l'ego, toujours l'ego, rien que l'ego. Eh bien, on va essayer de prendre les choses autrement. On va essayer de parler de ce qu'est la cuisine en réalité. Et pour ça, on va remonter à la nuit des temps. Il fut un temps où il n'y avait pas d'homme, où il n'y avait rien, mais il y avait quand même le soleil, le feu, et puis l'eau, puis la terre bien sûr. Mais la nature savait qu'elle allait faire venir la vie sur cette planète car il y avait de l'air, de l'oxygène, dont les organismes pourraient vivre. Alors je vais vous passer sous silence toutes les époques qui ont conduit à l'arrivée de l'homme sur la Terre. Mais avant que l'homme n'arrive sur la Terre, la nature savait qu'il faudrait que l'homme se nourrisse, et pas comme les premiers animaux, mais d'une autre façon. Car l'homme, s'il voulait survivre, devait manger cuit. Alors comment faire? La nature savait, car la nature a tout prévu, même les jours, les heures, les secondes, les tierces, tout. Rien ne se passe sans que la nature l'ait décidé. Il ne faudrait pas l'oublier, messieurs les censeurs et partisans de l'ego. Non. La nature savait que si l'homme mangeait cru comme les animaux, eh bien il vivrait comme les animaux, entre 20 ou 25 ans, à part quelques pachydermes. Alors comment faire? Eh bien c'est simple. La nature a observé qu'elle avait déjà mis les éléments nécessaires à faire de la soupe, c'est-à-dire du feu, et de l'oxygène pour entretenir le feu, de l'eau, et même les récipients, puisque depuis quelques milliards d'années qu'elle existait déjà, il y a forcément eu de l'érosion et des éboulements, et il y a forcément des pierres qui avaient pris la forme creuse pour faire cuire quelque chose. Eh bien, ce furent les premiers plats. Il suffisait de récupérer du feu, de les mettre entre quatre pierres, de poser l'autre pierre sur le feu, et le feu faisait chauffer la pierre. On y mettait de l'eau, on y mettait des feuilles, on y mettait des herbes, on y mettait des animaux qu'on avait tués, et on avait les premières cuissons et les premières soupes. Alors comment on le sait? Eh bien tout simplement parce que l'homme, pour se protéger, eh bien, avait souvent des cavernes à côté, il s'y réfugiait le soir, ne serait-ce que pour dormir. Et attiré par l'odeur d'une cuisson, eh bien des animaux sauvages sont rentrés, en Tchécoslovaquie en particulier, et ont tué tout le monde, et on mangeait ce qu'il y avait à cuire. On a retrouvé les ossements qui s'étaient conservés. Et on a pu ainsi expliquer ce qui s'était passé. Et ça s'est reproduit dans plusieurs endroits. C'est ainsi qu'on sait comment et ce que mangeaient les premiers hommes. Ça, c'était à l'âge de Pierre. Eh bien, c'est Pierre qui vous le raconte. Maintenant, on va voir la suite. Je fais court. Je fais court parce que je veux arriver à notre époque actuelle. Mais nous étions à l'âge de Pierre, les couteaux étaient en silex, on taillait dans le vif, parfois avec des os, parfois avec des branches, et on arrivait comme ça à se nourrir, autrement qu'avec les doigts, parce que des fois c'était chaud, même très chaud. Et puis est arrivé l'âge de fer, avec les premiers couteaux taillés dans la matière. Et puis on a grandi,
On a évolué parce que le social a évolué. Les choses ont été différentes. On a construit des châteaux, etc., etc. Et puis nous sommes arrivés à l'époque actuelle, avec ce qu'il comporte de problèmes, avec la nutrition. Vous savez, Confucius a dit en son temps une phrase qui a été reprise par Molière, je crois, dans l'Avare, ou Racine, je ne sais plus, non, Molière. Hein, et qui disait qu'il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Mais la nature savait que l'homme allait profiter de son évolution intellectuelle et des découvertes pour aller plus loin, aller plus vite, et bien sûr négliger les principes même de la nutrition, que sont la température de cuisson et le temps de cuisson. Autrefois, quand on cuisinait sur les pierres, on ne pouvait cuisiner qu'à la température de l'eau qui bouillait. Donc, on était en bonne santé parce que on respectait les temps de cuisson et donc la matière. On ne dépassait pas 90 degrés. Et malheureusement, l'homme a voulu aller plus vite et a fait des fours qui montent à 350 degrés. J'en connais même qui montent à 400. Et là, problème. Car quand vous cuisez un produit au-delà de 90 degrés, vous pourriez le jeter, ça vous ferait le même effet. Au-delà de 90 degrés, vous tuez toute l'égalité organoleptique d'une matière, c'est-à-dire ce que le corps a besoin pour vivre. Mais la nature n'était pas idiote. Elle savait que l'homme exagérerait. Je dois dire ça le matin comme ça. Et donc, elle a donné au corps la possibilité de fabriquer à la place de ce qu'on mange au-delà, puis au-delà de 90 degrés, les éléments nutritifs nécessaires. Et lorsque elle s'aperçoit, elle analyse qu'il n'y a rien dans ce qu'elle reçoit, eh bien, elle donne les ordres aux différentes glandes digestives de fabriquer elles-mêmes le produit dont elle a besoin. Et les glandes, aussitôt, le font, ce qui fait que vous manquez de rien. À la différence près, c'est qu'elles ne connaissent pas le quantitatif dont elles ont besoin. Donc, elles ont peur d'en manquer. Et elles vont fabriquer le maximum de leurs possibilités. Résultat, pour la nutrition, vous aurez ce qu'il faut. Mais vous aurez en plus 30% qui seront injectés par les voies naturelles et 33% qui resteront et qui passeront dans le sang, avec tous les dégâts dans le temps qui risquent de se passer. Et ce n'est pas étonnant. Compte tenu de cette indiscipline à table, on a toujours voulu plus que ce qu'on pouvait manger, eh bien, on prend du poids. Jeûner, par exemple, fait grossir pour cette raison-là. À moins, bien sûr, de rester des mois et des mois sans manger, ce qui est impossible. Vous seriez malade d'une autre façon. Alors, je pense qu'il faut déjà commencer par comprendre comment tout ça fonctionne et se dire que si la nature a fait les choses de cette façon depuis si longtemps, c'est tout simplement que c'est la seule solution. Là, on n'est plus dans la digestion traditionnelle. Et vous en avez appris que ça à l'école. On met dans la bouche, ça passe dans l'estomac, et c'est envoyé par des voies naturelles. Personne ne vous a raconté l'histoire, la vraie histoire de la digestion. Alors en quelques mots, on va essayer de comprendre comment se passe ce que j'appelle moi la digestion neurologique. Lorsque vous mettez quelque chose dans la bouche, si je vous demande si vous le goûtez, mais vous allez me dire oui, je le goûte, alors je vais rigoler. Et vous me direz pourquoi vous riez? Ben, je vous dirai parce que vous m'avez dit des bêtises. Quand on met quelque chose dans la bouche, on ne le goûte pas, mais on l'entend. À la première réaction, les gens pensent que j'ai fumé la moquette. Je ne fume pas. Je ne prends pas de drogue non plus. Donc, j'ai peut-être raison. Et quand dans une salle où je fais une conférence, je pose la question, j'ai 90% de gens qui me donnent tort. On verra combien il en reste à la fin. Alors quand on met quelque chose dans la bouche, on reçoit une sensation. Ça s'appelle un goût. Alors vous allez me dire oui, je vais vous dire non. Le goût n'existe pas. Comme la douleur d'ailleurs. On la ressent, mais elle n'existe pas. C'est un des phénomènes psychologiques et neurologiques bien connus. Alors c'est quoi
Posez la question autour de vous aux gens en leur disant c'est quoi le goût? Alors ils vont trouver des anathèmes pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est que le goût, mais ce ne seront que des anathèmes, ça ne sera pas la vérité. Parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose qui n'existe pas. Tout simplement parce que le goût, ce n'est qu'une mémoire qui a commencé quand vous étiez dans le ventre de votre maman et qui continuera jusqu'au dernier jour. On en reparle. Je vous disais donc que le goût n'existe pas. Et je vais vous le prouver. Il a commencé quand vous étiez dans le ventre de votre maman et quelquefois des choses que votre maman n'a pas aimées en vous attendant, eh bien vous-même vous ne l'aimez pas quand vous êtes né. Ce que vous appelez le goût et qui n'existe pas, c'est donc une mémoire. Et quand vous faites une référence au goût, vous vous dites « Ah mais ma grand-mère elle faisait ça, ma tante elle faisait ça, on m'a dit que, j'ai vu que… » Ce sont des mémoires, rien que des mémoires. Alors comment tout ça se passe? Eh bien, lorsque vous mettez quelque chose dans votre bouche, c'est sélectionné par les papilles gustatives qu'on a autour de la langue. Ces papilles gustatives ne sont que des émetteurs-récepteurs. Les papilles gustatives ont reçu la même éducation que la mémoire et que le cerveau. Exactement les mêmes. Il va donc pouvoir reconnaître ce que depuis la naissance, depuis que vous étiez un embryon, vous avez reçu et que vous avez conservé dans votre mémoire. Vous savez donc que ça existe. Et donc, les papilles gustatives les ont classées en fonction de cette reconnaissance. Chaud, froid, salé, sucré, bon, mauvais, j'aime, j'aime pas, liquide, solide, etc., etc. Il y a donc une classification qui se fait par les papilles gustatives. Et les papilles gustatives l'envoient à la mémoire. Mais c'est là que les choses se corsent. Je ne pense pas que vous, comme moi, on ait un petit vélo dans la tête et que les papilles gustatives sont aussi facteurs et qu'elles puissent emmener dans la mémoire ce qu'elle a recueilli comme information. Ça ne peut donc être qu'un circuit électromagnétique qui l'emmène. Et ce circuit, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le prochain paragraphe. Je vous disais donc, dans l'épisode précédent, comment vont faire les papilles gustatives pour envoyer ces éléments, ces codifications dans la mémoire. Elles utilisent un nerf que nous avons derrière la langue qui s'appelle le nerf gustatif. Et c'est pareil, elles ne vont pas les déposer sur le nerf qui va les embarquer comme ça. Il y a donc un phénomène électromagnétique qui va le transporter car il est codifié d'une certaine façon et c'est une impulsion qui va l'amener dans la mémoire. Et donc, si c'est une impulsion, c'est une vibration. Si c'est une vibration, c'est un son. C'est donc un son qui arrive dans la mémoire, qui a une codification, qui est connue par la mémoire et qui le place, et c'est tout ce qu'elle fait, et le cerveau qui va pouvoir le lire, parce que lui, il connaît les secrets des papilles gustatives. Et donc, il va le transformer en ressenti. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que ce ressenti, eh bien, c'est ce que vous ressentez lorsque vous goûtez un produit. Bien sûr que ça se passe en un 10 millième de seconde, tout ça. Voilà. Mais vous en rendez pas compte. Mais ça, c'est le circuit. Et c'est un circuit qui a de graves conséquences sur la digestion. Imaginez une famille avec 3 enfants à table. Des bons vivants, qui courent, qui s'amusent, qui se disputent, etc. Et à table, ils arrivent avec le casque sur la tête, la musique, l'autre c'est la télé, et puis l'autre est toujours de mauvaise humeur, il ronchonne, et tout le monde se dispute à table. Or, ce son a une valeur qu'on a envoyé des papilles gustatives au cerveau, c'est une valeur organique. Il n'a pas la puissance de ma voix, ni celle d'un haut-parleur. Et s'il y a du bruit à table, eh bien le cerveau n'entendra pas. Et ça, c'est très embêtant. C'est pour ça que souvent la maman ou la grand-mère dit on ne dispute pas à table, on ne met pas son casque sur la tête, on coupe la télé, etc. On ne fait pas de bruit en mangeant, on ne se dispute surtout pas. On va voir pourquoi. La nourriture arrive. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Elle va arriver devant les différentes glandes digestives sans que ça soit prévenu, personne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à toute vitesse, les glandes elles vont fabriquer de la même façon que tout à l'heure. 3 fois plus.
avec le même résultat. Et l'après-midi, au lieu d'être bien au travail ou à l'école, etc., vous allez dormir, vous allez aller faire un tour, prendre l'air, enfin, ça n'ira pas. Tout simplement, c'est une mauvaise digestion. Pourquoi? Parce que mauvaise nutrition. Si au contraire, le silence se fait, le cerveau va appeler les sucs gastriques, il va dire « Et les petits là, venez voir, j'ai quelque chose à vous dire. » Et ils vont très vite monter aux ordres. Et leur cerveau va leur dire, il arrive ceci, il arrive cela, allez voir les glandes digestives et les prévenir. Et il y a un phénomène que vous connaissez tous, c'est le petit creux là. Tout le monde a le petit creux à un moment ou à un autre. Ben, ce petit creux, c'est tout simplement la remontée des sucs gastriques vers le cerveau, chercher aux ordres. Et ils redescendent aussitôt, ils donnent leurs ordres. Et là, les choses vont bien se passer. Et tout le monde sera content. Mais imaginons le contraire. Vous êtes dans une boîte de nuit comme il y en a, et la musique est à tue-tête. Mais pourquoi la musique est à tue-tête? Pour vous cacher que c'est dégueulasse et que c'est immangeable. Mais vous vous en rendez pas compte. Ça aussi, une utilité commerciale, qu'on appelle le mensonge. Je sais que je vais pas me faire que des amis, mais eux, ils savent que c'est la vérité, c'est pas bien grave. Par contre, ça peut être aussi des moments de bonheur. Imaginez les repas qu'on fait tous chez la grand-mère, chez la tante, chez la sœur, pour un anniversaire, etc. Et tout le monde se retrouve. Et tout le monde est là, tiens, voilà ton cadeau, voilà, c'est formidable. Ah, mais t'es là toi aussi. Et tout le monde se met à table. Et le plat arrive fumant comme il faut, etc. parce qu'on sait que c'est délicieux. Et là, on commence à manger. Et à ce moment-là, il y a un phénomène qui s'établit où, au moment où on commence à manger, le silence se fait. Il y en a toujours un pour dire « Ah ben dis donc, même toi le grand là, qui d'habitude fait que parler, tu t'es tu. Pour te faire taire, qu'est-ce que ça doit être bon ?» On l'a tous entendu dans nos familles. Ça s'appelle la concentration gustative. Pour mieux apprécier le plat, qui est télécommandé par le nez, qui sent que c'est bon, et qui tout de suite ouvre les papilles gustatives à la réception. Mais pour ça, il faut du silence. Et tout le monde se tait d'une façon tout à fait naturelle. Et ça, j'ai pu le constater dans plus de 50 pays dans le monde où je suis allé. Voilà ce que c'est l'importance de la nutrition. Le plus gros ou le plus bel ennemi du bon goût, c'est le bruit. Et le meilleur ami de la digestion et du plaisir gustatif, c'est le silence. Et c'est pour ça que nous, dans nos maisons, dans ce qu'on appelle les restaurants gastronomiques, en principe, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. Parce que le goût est la seule musique que le cerveau veuille entendre. Je dis le goût, j'aurais dû dire le ressenti. Vous voyez, même moi je me trompe. Voilà pour cette partie-là.